Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Au Château des Isards, dans l'espace d'exposition, 11 élèves de CE2 de l'école Louis Pergaud visitent l'exposition du peintre Daniel Lopez. Donc je m'appelle Daniel Lopez et je suis artiste peintre. Et ça fait très longtemps que je peins. Quand j'avais votre âge, 7 ans, il y a eu un concours en ville et ce concours disait celui qui fait une peinture du travail de son père, de ce que faisait mon papa, il peint ça et il va gagner une montre. On était tous à 7 ans, 8 ans. J'ai peint le travail de mon papa et j'ai gagné la montre. Et alors quand on m'a remis la montre, je suis allé voir ma maman et j'ai dit je veux devenir peintre parce que c'est facile. J'ai fait une peinture et j'ai gagné une montre où j'aurais pu gagner de l'argent. Et c'est comme ça que petit à petit l'idée m'est venue de dire je veux être artiste peintre, c'est-à-dire faire ce que je veux et que personne ne me dise ce que j'ai à faire. Alors, plus tard, quand je suis plus grand, j'ai fait des écoles, on m'a appris et j'ai commencé à peindre. Mais j'ai commencé à peindre des choses comme on les peignait à l'époque, c'est-à-dire des choses que l'on voit. On dit académique. Alors, on peint des pommes, on peint un verre, une bouteille, un paysage, on peint des gens qui passent, on peint tout ça. Et ça a duré très très longtemps. Jusqu'au jour où j'ai dit j'en ai assez de faire ça. Je vais voir si je peux peindre des choses qui n'existent pas. Et j'ai peint des choses qui n'existent pas. Comprenez-vous ça? Oui. Alors, c'est pas facile à faire des choses qui n'existent pas. Parce que tu démarres avec une feuille de papier blanc, avec des peintures, et on rote pas à table, et et on dit, commencez, on va faire, c'est la marmotte qui rote. Non, c'est elle qui a roulé. Et donc, on prend un papier et un crayon et on commence à dessiner, on dira presque n'importe quoi. C'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas. Et ce que vous allez voir maintenant sur les murs, ce sont des choses qui n'existent pas. Alors on essaye de faire qu'elles soient belles, les choses qui n'existent pas. Et puis peut-être, pour beaucoup, c'est de dire ça n'existe pas, mais comme c'est sur le mur, ça existe. Puisque ça existe maintenant, puisque je l'ai fait. Alors voilà, je vous invite à faire le tour et vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein? On commence par là? D'accord. Voilà. Allez, on y va. Alors, est-ce que, maître, vous accompagnez les élèves dans leur visite ou bien est-ce que vous voulez dire quelques mots pour Radio Libre en Périgord? Je veux bien dire quelques mots pour Radio Libre en Périgord. Alors, vous nous avez expliqué comment vous étiez devenu peintre. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus en détail combien de temps ça vous a pris et ce que vous avez fait, par quelle école vous êtes passé? Alors, le temps ça fait 40 ou 50 ans. Oui, toute la vie. Oui, tout le temps. C'est pas un métier, c'est une vocation, c'est une passion, c'est une trajectoire de vie. Hein. Et puis, oui, alors j'ai commencé, comme j'ai pas dit aux enfants, mais commencé par les écoles de peinture, les écoles de beaux-arts. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes, et puis j'ai continué avec José Haussmann, qui était mon maître, qui j'ai partagé 6 ans de cours. Alors voilà, donc ma vie a commencé comme ça, et je suis passé professionnel en 1987. Alors ouais. là, tu viens de dire, Daniel, un mot important.
professionnel. Comment est-ce qu'on passe, comment on est intronisé professionnel, on s'autoproclame professionnel, comment ça se passe? On s'autoproclame. Alors on se prend une toge rouge et on se dit, à partir de maintenant, je vais consacrer tout mon temps à la peinture, à ma peinture. Parce qu'en fait c'est ma peinture que je défends. Et on s'inscrit à la Maison des artistes, on a un numéro de SIRET, on se déclare artisan. Oui, mais alors à ce moment-là, tu deviens un objet de traque de la part du fisc, qui va contrôler ce que tu produis, ce que tu vends. On n'est pas là, non, mais on a le fait d'être professionnel fait qu'on a une déclaration, on a un numéro SIRET, donc chaque année on déclare nos revenus au fisc, ce qui est normal d'ailleurs. Et déclaration à la SACEM aussi. Oui. Puisqu'on a nos droits d'auteur qui sont maintenant reconnus, puisque nous avons un statut professionnel, et que l'on ne peut pas reproduire nos œuvres. On ne peut pas, elles sont notre propriété de notre vivant et une trentaine d'années ou une cinquantaine d'années après notre mort. Les droits de reproduction. Mais ça, c'est une démarche qui est différente du renom. Le renom, ça chemine de son côté. J'ai lu quelque part qu'on était un peintre reconnu quand on commençait à vendre pour un petit peu plus cher que ce que vous coûtez la peinture et les pinceaux et les cadres. Bon, en ce moment-là, je suis reconnu. Non. Alors, le renom, c'est bien évidemment, c'est toute une grande question, parce que d'abord, il faut exposer souvent, il faut montrer son travail, il faut le valoriser, et puis il faut qu'il y ait un écho au niveau des visiteurs, des spectateurs, des gens qui viennent voir votre œuvre. Si elle plaît, vous aurez un renom de plus en plus, ou alors il faut mourir, voilà, c'est ça aussi. Oui, mais alors ça coûte cher. on m'a dit que certains peintres payaient eux-mêmes la publication d'articles louangeurs dans des revues d'art pour acquérir la renommée dont tu parles. Oui, c'est pas mon cas. C'est vrai, ça? Non, c'est absolument. Là, je suis interviewé par une radio, c'est totalement gratuit, j'ai rien donné. Et je donnerai rien. Non, mais là, je te parlais des revues d'art. Est-ce que toi, tu accepterais de donner tant de milliers d'euros pour avoir un article particulièrement favorable de connaissance des arts, par exemple? Non, je ne donnerai pas d'argent pour ça, non. La chose qui est assez courante, c'est de dire, par exemple, je veux bien promouvoir ce tableau, et donc on achète des espaces publicitaires dans des revues d'art au titre de publicité, en fait. C'est une publicité, mais une publicité personnelle. On achète une page, une demi-page, un quart de page, mais on ne va pas chercher un texte élogieux, on présente son travail, ce qui est normal aussi. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ta peinture? Puis nous dire ce que tu fais tout autour, parce que tu as été mon maître, longtemps, bien que j'ai été un élève indigne. Non, c'était un brillant. Et donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Alors moi, je suis donc dans une mouvance particulière qui est l'art abstrait. L'art abstrait, pour beaucoup, c'est trois grandes familles. Hein. Il y a donc l'abstraction gestuelle, dont je fais partie, l'abstraction géométrique, Vasarely et consorts, et l'abstraction tachiste, dont on a le célèbre Pollock avec ses peintures gouttes, n'est-ce pas? Voilà, donc ça fait partie de l'abstraction. Moi, je défends... Tachiste, pas fasciste. Fasciste, non, ça, c'est plus dur. Donc moi, je suis dans le gestuel, c'est-à-dire le spontané. On ne revient pas dessus, on travaille dans la spontanéité, dans le mouvement, le geste, et voilà. Et donc il y a une harmonie dans la couleur où il n'y a pas d'harmonie, c'est très compliqué parce que on est obligé de faire beaucoup de tableaux pour en garder quelques-uns. Tu dois jeter énormément de choses. Voilà, on jette 80% de son travail. On ne peut pas être satisfait. C'est jamais abouti. C'est fini, mais c'est pas abouti. Tes matériaux, tes supports, dis-nous tout.
Oh oui, mais alors ça, on peut dire... Moi, sur n'importe quoi. Moi, je peux travailler sur n'importe quoi. Tu as des goûts et des préférences? Principalement sur des toiles. C'est quand même le plus facile à transporter. Mais je peux travailler sur du bois, je peux travailler sur des murs, je peux faire des peintures murales, je peux faire sur des toiles, sur du bois, n'importe quoi. Oui, ça, le support importe peu. Mais ça reste quand même tout le temps de la peinture. Je veux dire que je n'utilise pas de collage, je ne fais pas de rajout autre que la peinture. Pour moi, la peinture, c'est sacré, c'est un art important. Donc je ne veux pas dire par là que ceux qui vont me mettre des capsules de bière sur la peinture, c'est pas de l'art, mais c'est pas autre chose. On rentre dans un autre domaine. Tu es volontairement tolérant ou bien tu es naturellement intolérant? Oh, je suis très tolérant. Je suis très tolérant. Ah non, je suis très tolérant. Je trouve qu'au contraire, il y a de la richesse partout. Hein. C'est de la création. La création, quand elle est dans l'esprit de quelqu'un, il ne faut pas la bloquer, il ne faut pas la serrer. Il faut qu'au contraire que l'artiste puisse s'exprimer complètement. Alors, quel est ton matériau favori? Quelle est ta peinture favorite? Puis on a parlé des supports. Oui. Et qu'est-ce que, d'une manière générale, ou en ce moment, est-ce que tu as eu des périodes comme les grands peintres ont eu? Oui, on a ça. Ouais. On a des couleurs qui reviennent comme ça. Donc on a la période bleue, la période rose, la période. Tu as eu ta période bleue? J'ai eu ma période bleue, oui. Donc, alors ça, je travaillais dans cette exposition, quelques exemples là. Oui, il n'y a pas de caméra pour vous montrer les couleurs, mais c'est bleu. Vagues presque calligraphiques qui rappellent presque certaines choses qui sont exposées là, des tableaux de Victor Hugo. Ah oui. Les encres et estampes de Victor Hugo. Et alors autrement alors moi, aujourd'hui, maintenant, on travaille avec des... Alors, c'est pas de l'acrylique. Alors moi, je travaille avec des alkydes. Les alkydes, c'est un matériau entre l'acrylique qui sèche vite et l'huile qui ne sèche pas vite, puisque l'huile, 2-3 jours après, elle n'est pas encore sèche. Donc là, c'est un matériau qui sèche en 4 heures, ce qui me permet de retravailler sur les fonds de base, encore dans du frais, de pouvoir avoir des effets de superposition, par exemple, qui vont se marier facilement, même après 2 heures de séchage. Ça, c'est très agréable. Ça s'appelle des alkydes. C'est dans le commerce pour amateurs, mais c'est aussi de la peinture professionnelle. Donc moi, j'achète des pots de 5 kilos. Et les teintes sont aussi bonnes que ce qu'on trouve dans l'huile ou dans l'acrylique? Tout à fait. Et puis de toute façon, comme on dit dans l'art, il faut mélanger les couleurs. Donc ça se mélange très très bien. On obtient des mixtes très sympas. Regarde, il y en a là-bas. On peut avoir aussi des aplats très purs, très, très, très denses, mais on a aussi la possibilité de mélanger les couleurs, d'obtenir des très orangés. J'ai remarqué que dans ce que tu exposes cette fois-ci au Château des Isards, il y a du noir, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du gris, il y a du blanc qui domine. Est-ce que ça correspond à une inspiration du moment Sûrement. Parce que les tableaux que tu exposes, ils ont été réalisés dans quel laps de temps? Tout ça, c'est l'année dernière. C'est mon travail de 2017. Hormis les bleus que j'avais fait un petit peu avant, mais tous les autres, c'est 2017. Donc, c'est ma production de l'année dernière. Est-ce que tu peux parler à nos auditeurs des tourments du peintre, de ces périodes d'assèchement et puis des bouffées d'inspiration qui surgissent, comme un petit peu chez tous les créateurs? Moi, je veux bien en parler, mais c'est complexe. Je peux dire que j'ai en moi quelque chose qui me pousse à la peinture, qui me pousse à peindre. Et cette chose qui me pousse, je ne sais pas l'expliquer, si c'est la passion ou si c'est un besoin charnel. Ça peut durer 2-3 mois. Pendant ces 2-3 mois, j'arrête pas de penser à ma peinture. Mais tu ne peins pas? Non. Mais je pense même pas à ce que je vais faire. Je pense à me mettre à peindre. Ça mûrit. Voilà. Et puis ensuite, je travaille. Et là, j'oublie de manger. Je peux travailler 15 jours sans arrêt. Je peux faire 30, 40 tableaux. Et ça monte crescendo comme ça.
Au début, je trouve que c'est pas bon. Au milieu, ça devient absolument étonnant. Et puis à la fin, ça redevient pas bon. Mon travail devient de la soupe. Et là, j'arrête. Et je me sens vidé. Et je ne suis pas tout seul à dire ça. J'ai déjà entendu ce propos par un peintre de Limoges à la radio. Et je me suis totalement identifié avec lui. J'ai dit, tiens, il est exactement comme moi. Au bout de cette période-là, quand on se sent vidé, on se dit, plus jamais je reprendrai les pinceaux. Parce que ce que je viens de sortir là, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne pourrai jamais faire mieux. Et donc on retombe dans un creux qui va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois. Et ça va recommencer. Et ce qu'on va faire là, ça va être encore mieux que ce que j'ai fait il y a 6 mois ou il y a 1 an. Et ça, j'en reviens pas. Tu es un partisan décidé du travail acharné. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre solution. Il ne faut pas s'arrêter. Non, il faut toujours avancer. Et même si c'est dur, très dur. Et surtout, comme disait Edmond Rostand, ne pas monter très haut, mais monter tout seul. On va peut-être se rapprocher des jeunes gens qui vont nous donner leurs impressions. Voilà. Est-ce qu'il y a des retours sur cette exposition? Les enfants lèvent la main. Oui. J'ai trouvé qu'elle était très bien faite. Et c'était joli. Des fois, quand la peinture a coulé, c'était joli. C'était très bien fait quand il y avait beaucoup de couleurs et on dirait que c'était en 3D des fois les peintures. Alors c'est intéressant, la 3D on a parlé de la matière. En fait, en regardant, en observant, on s'est rendu compte que Daniel il travaille par superposition. Donc c'est ces effets qui, on a l'impression qu'il fait une 3D, on a envie d'y toucher même, parce que parfois, tu parles de dégoulinure, c'est quand la couleur, elle peut même sortir directement du tube. Alors nous, on ne le fait pas trop en atelier, parce qu'on n'a pas tellement de couleurs, mais en travaillant sur la gestuelle, le geste, c'est important, c'est une façon de s'exprimer aussi dans la peinture. Et du coup, en mélangeant comme ça, en utilisant des outils, on peut utiliser, pour avoir une gestuelle, on peut travailler avec des spatules, on peut travailler avec des balais, on peut travailler... Comme aussi un couteau exprès pour les peintures, comme ma mamie, elle fait une peinture. Exactement. Couteau à palette. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme outil, comme autre élément pour essayer de trouver des matières comme ça, des superpositions? Vous voulez que je vous dise? Alors, j'utilise plein de choses. Un râteau. Qui a vu le râteau? Qui a vu que j'utilisais un râteau? Sur un tableau, il y a un râteau. Oui, sur le tableau, on dirait qu'il apparaît un monsieur derrière. Alors, il y a des griffures, et j'ai utilisé un râteau. Alors, je mettais la peinture, et ensuite, alors il y avait une couche dessous, orange. Je mets une couche de peinture rouge. Alors, le orange, il est sec, hein. Je mets par-dessus la peinture rouge, et je prends un râteau, et je raye le rouge, ce qui fait qu'on voit le orange dessous. C'est ce que nous avait expliqué Bérénice. Qui? Bérénice. Qui c'est? Je leur ai expliqué que c'était important de travailler en superposition et de faire réapparaître des choses qu'il y a derrière. Parce que si on recouvre tout, c'est moins drôle. Ce qui est intéressant dans la peinture, c'est que l'œil il circule et qu'il y ait des choses comme ça. Donc c'est là où ça devient difficile dans la composition. Qu'est-ce qu'on laisse apparaître, qu'est-ce qu'on ne laisse pas apparaître? Et donc, c'est avec tous ces outils, effectivement, qu'on peut et aussi... J'utilise aussi des truelles de maçon. C'est quoi les truelles? Ah là, voilà, je ne savais pas ce que c'est les truelles. Tu sais, c'est pour faire du crépi sur les murs. Ah oui. Voilà, les maçons, ils ont des gamelles avec du ciment et ils font des crépis sur les murs. C'est pointu comme ça au bout, là. C'est rond au bout. Voilà, c'est rond au bout, mais c'est long. Et là, sur le côté, là, il y a un angle très fin. Sur le côté de la truelle, des deux côtés, tu vois. Alors je prends, voilà, ça fait un grand triangle, un bout arrondi comme ça. Et moi je m'en sers pour gratter la peinture aussi, pour la remonter. Donc j'utilise des outils de maçon et des outils de jardinier. J'ai déjà utilisé un râteau. On en voit plein que la peinture monte. Alors, voilà, la peinture monte. Alors attention, je travaille par terre moi. Moi je travaille pas sur un chevalet, je mets tout par terre. Et par terre, ça permet de tirer, pousser, gratter, sinon ça coule trop vite, mademoiselle. Oui, mais aussi dans celui-là, j'ai remarqué qu'on dirait qu'il y a de l'eau.
De l'eau. Oui. Et c'est pour ça que... Derrière le verre que tu vois, si tu penses que c'est de l'eau? Non? Ou c'est que tu vois de l'eau? à côté du rouge. Ouais. Le noir, on dirait qu'il y a C'est de la l'eau façon dessus. dont la peinture, elle s'est diffusée, peut-être, que ça te fait cette impression-là. Comme quand l'eau, elle se pose sur une vitre ou quelque chose comme ça. Tu dis, on dirait de l'eau. Parce que moi, j'ai pas voulu faire de l'eau. Mais toi, tu vois de l'eau dedans. Alors, ça, c'est beau comme tout, parce que tu vas accaparer ce tableau pour toi. Il va devenir de l'eau pour toi. Quelqu'un va passer à côté, il va trouver que c'est du feu. Alors que toi, non, ça va être de l'eau, tu vois. Et ça, c'est bien. Parce que ça montre que moi, je suis que un ouvrier. J'ai mis de la peinture. Et toi, maintenant, tu vas dire, ah ça, pour moi, c'est de l'eau, d'une profondeur, mais ça. Oui, qui veut me poser une question? Moi, j'ai bien aimé quand c'était en relief, c'était la peinture, c'était épais. Oui. D'accord. Et toi? Moi, je trouve que c'est bien fait parce que, comment dire, on dirait que sur ce tableau-là, le gris, on dirait que tu as mis d'abord du gris partout. Oui. Puis après, tu as pris d'autres couleurs. Par exemple, tu as pris du blanc pour faire une tache. Ouais. Après du jaune, puis après du vert. Oui. Et Mais en bien fait, sûr, c'est c'est beau. comme ça. Oui, mais c'est beau. On travaille sur un Voilà. fond. Alors, il y a une base, on peut aussi, un atelier, on n'est pas obligé de travailler sur une base blanche. On peut effectivement faire du gris. Il y a des peintres qui peignent aussi sur fond rouge. Et pour en revenir aux outils, donc là, Daniel, il y a de grands formats, donc il faut trouver des outils qui correspondent au format. Vous, en atelier, sur des petits formats ou les formats raisins, pour gratter, pour essayer de faire des superpositions, ça peut être des petites cartes, vous savez, comme les cartes, non pas la carte bleue de maman ou de papa, mais des choses un peu dures comme ça, ou même un petit carton rigide. Et on peut faire comme ça des superpositions. Mais effectivement, c'est intéressant. C'est bien de parler comme ça, parce que ça, c'est la peinture moderne. Quand on est dans la peinture normale, on a un pinceau, on a une palette, on met des couleurs sur la palette, on prend un pinceau, on mélange les couleurs et on l'applique sur le tableau. C'est ça, la peinture normale. Hein, c'est comme ça. Tandis que nous, ça ne nous intéresse plus de faire un truc comme ça, on en a marre, tu vois. Aussi. Alors on prend des pots de peinture, des gros pots de peinture, comme si on allait faire du bâtiment, quoi, si on n'est pas de la cuisine. Et on verse comme ça sur le récipient, et on peut, avec des gros outils, faire des grands aplats comme ça, les aplats. Tu vois les aplats, ce que c'est? C'est les grandes surfaces colorées comme ça. Mais est-ce que des fois, vous prenez le pinceau, vous trempez dans le pot, puis vous faites comme ça? Oui. Oui, alors ça aussi. Mais c'est pas forcément du pinceau. C'est ce que tu vois dans le... Voilà, on peut travailler avec un couteau. Moi, je travaille avec un bâton. Un bout de bois. Je trempe mon bout de bois, il est plein de peinture, et la peinture est coule comme ça. Et quand elle a commencé à couler, quand il y en a moins sur le bout de bois, à ce moment-là, schlac, je la jette sur le mur ou par terre. Alors, par terre, s'il y a le chien, il en prend. Forcément, la marmotte, si elle est à côté, pouf, elle est coupée en deux. Alors, oui. on va faire une dernière question maintenant, parce que c'est les tifs qui sont partis, donc le bus est là. Donc, une dernière question, et puis après on est obligé de partir. Il y a là-bas, il y a beaucoup, on dirait de l'eau là-bas, là, Ouais. sur les tableaux. D'abord, On dirait des vagues. Et la mer. Et les vagues. La mer. Et il me semble que ce n'est pas la même période de peinture. Non, c'est plutôt ça. Alors, là, on voit aussi, en principe, un artiste, c'est bien quand il évolue, sa peinture évolue, parce que son regard change par rapport à son travail. Et du coup, là, cette période-là, on sent bien que c'est différent des autres. Et c'est intéressant de voir aussi l'évolution d'un peintre. Je suis vraiment désolée, on va être obligé d'arrêter, parce qu'après, on est obligé de récupérer encore un autre groupe qui fait la gym, la jeune saison. On aurait voulu avoir un petit peu plus de temps, on est vraiment désolés. Merci, mais ça me fait toujours plaisir, parce que c'est les jeunes... On essaierait de venir avec notre classe Ouais, demain. les jeunes pousses. Voilà. Les élèves s'en vont. Léonie, elle a une question à vous poser, ça serait bien de ça l'ouverture. Vas-y, pose-moi ta question. Pourquoi vous tenez un espèce de talkie-walkie dans vos mains et qu'il y a quelqu'un qui parle? Ça, c'est pour enregistrer tout ce que les gens disent, et après, je le ferai passer à la radio.
C'est-à-dire que je vais parler à la radio? Pardon? C'est-à-dire que tous ceux qui ont parlé, on va les entendre à la Oui, radio? oui. Toi aussi? Toi aussi? Voilà, les enfants sont partis, ils ont appris beaucoup de choses de la bouche de Daniel. Et maintenant, nous allons venir à Daniel pour recueillir ses confidences. Et il va nous dire ce qu'il fait d'autre, puisque ce n'est pas seulement un peintre, c'est aussi un voyageur, c'est aussi un découvreur, un explorateur. Donc, parle-nous un peu de ton autre vie, Daniel. Oui, alors déjà, je suis un grand voyageur, j'adore les voyages, j'ai parcouru énormément de pays, de plages, de montagnes et de plaines. Mais là, je suis tombé amoureux d'un petit coin de Tarragone, en Espagne, et j'ai des oliviers, voilà, des vieux oliviers, ils ont entre 300 ans et 1000 ans. C'est une plaine magnifique de ce coin de Catalogne. Voilà, je vais donc devenir producteur d'huile d'olive. Alors, je fais de l'huile sur les murs et je mets de l'huile sur les tables. Et c'est bon pour les articulations. Mais là, quand même, la Catalogne, tu te rapproches singulièrement de tes bases. D'habitude, tu vas plus loin. Je t'ai connu allant plus loin. Ah ouais. Je t'ai connu amoureux des pays asiatiques, de l'Asie du Sud, de l'Asie du Sud-Est. Sud-Est, ouais. Oui, c'était. Je suis allé là-bas 20 ans. J'ai failli m'installer là-bas tellement j'étais aussi amoureux de ce coin. Et ça ne t'a jamais inspiré? Non. Ou est-ce que ça transparaît d'une manière occulte dans tes peintures? C'est pas impossible en voyant les bleus, puisque je travaillais sur les papiers de riz, le papier qui venait de là-bas. Mais non, la peinture japonisante ou la chinoise ou indonésienne ou malaisienne m'a jamais trop intéressé. Et alors, qu'est-ce qui t'attirait dans ces pays asiatiques? Ce sont des pays qui sont... D'abord, je partais là-bas l'hiver, ici, donc j'arrivais là-bas l'été, c'est bien agréable. Et puis j'aime bien leur culture, j'aime bien la culture asiatique. Dans beaucoup d'ensembles, il y a beaucoup de recherches. J'ai même je suis presque devenu bouddhiste en fait. Donc ça aussi, ça m'intéressait. On peut être presque bouddhiste? Oui, on peut être presque bouddhiste. Désolé pour les vrais bouddhistes, mais moi je ne suis pas encore un adepte. Imprégné de voilà. Sagesse asiatique. Ils diront que je suis bouddhiste à partir du moment où j'embrasse la philosophie, bien que je sois un tout petit adepte de base, parce que c'est une grande chose. Et c'est très agréable. Plus sérieusement, est-ce que ça t'a apporté quelque chose en termes de sérénité, puisque tout à l'heure tu nous parlais des affres de la création? Est-ce que ça te permet de prendre de la distance par rapport à tout ce monde environnant, bruyant et tonitruant et cruel, et te retirer dans ta peinture? Moi, je pense que cette philosophie de calme, de zen, elle est au quotidien. Donc, pour moi, quand je me mets à réfléchir, je pense zen aussi. Alors, c'est assez... c'est à remercier. Le Bouddha. Très bien. Donc, c'est sur cette profession de foi du renoncement que nous allons nous quitter. Merci. En remerciant beaucoup Daniel de nous avoir permis cette visite à la fois très instructive par tous ces commentaires et puis par ceux qui ont été suggérés à ces enfants pleins de fraîcheur par la peinture de Daniel Lopez. Merci Daniel. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.